Montreval, un petit village tranquille du sud de la France. Ici, les nuits étaient calmes, presque irréelles. On entendait seulement le vent glisser entre les ruelles étroites et l'horloge de l'église sonner les heures. Personne n'aurait imaginé qu'un crime mystérieux allait briser cette paix. Le 17 octobre 1998, Élise Moreau, 32 ans, bibliothécaire appréciée de tous, disparaît sans laisser de traces. Son absence inquiète rapidement ses collègues lorsqu'elle ne se présente pas au travail le lendemain matin. La police est appelée. À leur arrivée, les agents découvrent une scène étrange. La porte d'entrée est verrouillée de l'intérieur. Aucune trace d'effraction. Les fenêtres sont fermées. Tout semble normal, sauf un détail troublant. Sur la table à manger, 2 tasses de café. L'une est à moitié pleine, encore légèrement chaude. L'autre est froide, intacte. Élise vivait seule. Sa voisine, Madame Laurent, affirme avoir entendu des voix vers 22 heures la veille. Une dispute. Un homme, peut-être. Mais personne n'a vu entrer ou sortir qui que ce soit. En fouillant la maison, les enquêteurs découvrent un carnet caché derrière une rangée de livres. Sur la dernière page, une phrase écrite à la hâte. Il sait déjà. Qui sait quoi? Et surtout, qui était avec Élise cette nuit-là? Ce n'était que le début d'un mystère qui allait bouleverser Montreval pour toujours. L'enquête avance lentement, mais un détail commence à obséder les inspecteurs, le téléphone d'Élise. Les relevés montrent un numéro inconnu qui l'appelait chaque soir à 21h47 précise, pendant exactement 3 semaines avant sa disparition. Toujours à la même heure. Toujours pour moins d'1 minute. Le numéro n'est enregistré sous aucun nom. Carte prépayée. Aucune adresse. Aucune identité. Comme si l'appelant avait pris soin d'effacer toute trace. L'inspecteur Julien Morel, chargé de l'affaire, décide d'interroger l'entourage d'Élise plus en profondeur. Ses collègues la décrivent comme discrète, organisée, sans ennui particulier. Pourtant, une amie proche, Claire Dubois, révèle un détail troublant. Depuis quelques semaines, Élise semblait nerveuse. Elle sursautait au moindre bruit et vérifiait constamment son téléphone. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur, une grave erreur, confie Claire, visiblement bouleversée. Mais elle n'a jamais voulu m'expliquer. Pendant ce temps, les techniciens analysent le dernier appel reçu le soir de sa disparition. 21h47, comme d'habitude. Mais cette fois, l'appel a duré 4 minutes et 12 secondes. Pourquoi plus longtemps ce soir-là? Encore plus inquiétant, à 22h03, une tentative d'appel sortant a été enregistrée depuis le téléphone d'Élise, vers le même numéro inconnu. Puis plus rien. Aucun signal. Aucun mouvement bancaire. Aucun message. Comme si Élise s'était évaporée. Mais quelqu'un, quelque part, savait exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Et ce quelqu'un était toujours en liberté. 3 jours après la disparition d'Élise, un nouvel élément refait surface. En face de sa maison se trouve une petite boulangerie, équipée d'une caméra de surveillance dirigée vers la rue principale. Jusqu'ici, personne n'avait pensé à vérifier les enregistrements. Lorsque l'inspecteur Morel visionne les images de la nuit du 17 octobre, son regard se fige. À 21h42, on voit Élise entrer chez elle, seule. Elle semble pressée, jette un coup d'œil derrière elle avant de fermer la porte. À 21h46, une silhouette apparaît au coin de la rue. Un homme, grand, portant un manteau sombre et une casquette. Son visage reste caché dans l'ombre. Il s'arrête quelques secondes devant la maison d'Élise, puis sort un téléphone. À 21h47 précise. Il appelle. Sur la vidéo, on distingue la lumière du salon s'allumer brusquement, comme si Élise venait de répondre. Puis, chose étrange, l'homme ne frappe pas à la porte. Il ne tente pas d'entrer. Il reste immobile pendant plusieurs minutes, comme s'il attendait. À 21h52, la lumière du salon s'éteint. Et à 21h58, la silhouette disparaît hors du champ de la caméra. Mais le plus troublant arrive plus tard. À 22h17, la porte d'Élise s'ouvre lentement. Une personne sort. Pas Élise. La silhouette porte le même manteau sombre, mais semble tenir quelque chose de lourd dans les bras. La caméra ne capte pas clairement l'objet. Et après cette minute glaciale, plus aucun mouvement. Montreval venait de comprendre que ce n'était plus une simple disparition. C'était un crime soigneusement préparé. Après la découverte des images de surveillance, l'enquête prend un tournant décisif. L'inspecteur Morel est désormais convaincu qu'Élise connaissait son agresseur. L'homme n'a pas forcé l'entrée. Il n'a pas eu besoin de le faire. La police retourne à la bibliothèque où Élise travaillait depuis 8 ans. Un endroit calme, presque sacré pour les habitants de Montreval. Rien d'inhabituel à première vue. Pourtant, en examinant son bureau personnel, les enquêteurs découvrent un tiroir fermé à clé. À l'intérieur,
Plusieurs photocopies d'articles anciens datant de 1987. Des coupures de journaux parlant d'un scandale local oublié, la disparition d'un jeune garçon nommé Mathieu Renaud. L'affaire n'avait jamais été résolue. Pourquoi Élise s'intéressait-elle à une affaire vieille de plus de 10 ans? Encore plus étrange, certains passages sont surlignés en rouge. Des noms sont encerclés. Parmi eux, un nom attire l'attention de Morel, Antoine Renaud, le père du garçon disparu. Antoine vivait toujours à Montreval. En creusant davantage, les enquêteurs apprennent qu'Élise avait récemment demandé l'accès aux archives municipales. Elle cherchait des documents confidentiels liés à l'enquête de 1987. Était-ce l'erreur dont elle avait parlé à son amie Claire? Le soir même, Morel décide d'interroger Antoine Renaud. Lorsqu'il frappe à sa porte, un détail le glace. Dans l'entrée, accroché à un porte-manteau, un long manteau sombre. Exactement comme celui vu sur la caméra. Antoine affirme ne pas avoir quitté sa maison le 17 octobre. Mais son regard tremble. Sa voix hésite. Et dans le silence lourd du salon, une question plane. Qu'avait découvert Élise, que quelqu'un voulait absolument faire taire? L'interrogatoire d'Antoine Renaud dure plus de 3 heures. Assis face à l'inspecteur Morel, il reste calme, trop calme. Il répète qu'il n'a pas quitté sa maison le 17 octobre. Qu'il regardait la télévision. Qu'il s'est couché vers 22 heures. Mais aucun témoin. Aucune preuve. Lorsque Morel lui montre l'image floue de la caméra, la silhouette au manteau sombre, Antoine détourne le regard. Beaucoup d'hommes portent ce genre de manteau, répond-il sèchement. Pourtant, un détail vient fragiliser son alibi. Les techniciens téléphoniques parviennent enfin à localiser l'origine du fameux numéro prépayé. Il a été activé dans un bureau de tabac, à seulement 2 rues du domicile d'Antoine. Et plus troublant encore, une caméra du magasin montre un homme correspondant à sa description achetant la carte SIM 3 semaines plus tôt. Quand Morel revient avec cette information, Antoine change d'attitude. Il devient nerveux. Ses mains tremblent légèrement. « Je voulais juste parler à Élise », finit-il par admettre. « Elle m'a contacté en premier. » Cette révélation choque les enquêteurs. Pourquoi Élise aurait-elle contacté le père d'un enfant disparu 30 ans plus tôt? Antoine explique qu'Élise avait découvert quelque chose dans les archives. Quelque chose qui pourrait détruire des vies. Elle voulait la vérité sur la disparition de Mathieu. Elle ne comprenait pas, murmure Antoine. Elle ne savait pas à quoi elle s'attaquait. Mais lorsqu'on lui demande où se trouve Élise aujourd'hui, il se tait. Un silence lourd. Un silence coupable. Et pour la première fois, Antoine Renaud demande un avocat. Après la demande d'avocat d'Antoine Renaud, l'atmosphère change radicalement. L'homme qui semblait seulement nerveux devient fermé, presque impénétrable. Mais pour l'inspecteur Morel, une chose est claire, Antoine cache quelque chose. Le lendemain matin, la police obtient un mandat de perquisition. La maison d'Antoine est ancienne, héritée de ses parents. Un lieu chargé d'histoire et de silence. Les agents fouillent chaque pièce méthodiquement. Salon, chambre, grenier. Rien d'incriminant. Jusqu'à ce qu'ils descendent à la cave. La porte est verrouillée par un cadenas récent. Antoine affirme ne plus y aller depuis des années. Pourtant, le métal du cadenas brille, comme s'il avait été manipulé récemment. Lorsque les policiers l'ouvrent, une odeur humide et lourde envahit l'air. La cave est petite, encombrée de vieilles boîtes et de meubles couverts de poussière. Mais au fond, un détail attire l'attention. Une zone du sol en béton semble plus claire, comme si elle avait été refaite. Les experts interviennent immédiatement. Après plusieurs heures de travail, le béton est brisé. Et ce qu'ils découvrent glace le sang de toute l'équipe. Un sac en plastique épais. Scellé. À l'intérieur, des vêtements féminins. Reconnaissables. Ceux qu'Élise portait la nuit de sa disparition. Mais il n'y a pas de corps. Seulement un petit objet glissé dans la poche du manteau. Une clé ancienne, rouillée. Gravée d'un mot unique. Archive. L'affaire venait de prendre une dimension bien plus sombre. Car si Élise avait trouvé une clé, cela signifiait qu'elle était encore en train de chercher quelque chose. Et peut-être qu'elle était encore en vie. La clé retrouvée dans la poche du manteau d'Élise devient immédiatement la priorité de l'enquête. Gravée du mot archive, elle ne peut pas être une coïncidence. L'inspecteur Morel retourne à la bibliothèque municipale. Le bâtiment, vieux de plus d'1 siècle, possède une section rarement utilisée. Les archives historiques, conservées au sous-sol dans une pièce fermée au public. La directrice affirme que seule Élise avait récemment demandé l'accès à cette salle. Lorsque Morel essaie la clé rouillée sur la porte métallique des archives privées, elle tourne parfaitement dans la serrure. La pièce est froide, étroite, remplie d'étagères couvertes de dossiers jaunis. Au centre, une table. Et sur cette table, un carton ouvert. À l'intérieur, le dossier original de l'affaire Mathieu Renaud. Mais ce n'est pas tout.
Certains documents manquent. Des pages ont été arrachées. Cependant, Élise avait laissé quelque chose derrière elle. Une enveloppe scellée, cachée entre deux registres. Sur l'enveloppe, écrit de sa main. S'il m'arrive quelque chose, regardez le registre des naissances de 1986. Le cœur de Morel s'accélère. Pourquoi le registre des naissances? En consultant le document, une anomalie apparaît. Une naissance déclarée le même jour que celle de Mathieu Renaud, mais enregistrée avec un nom modifié quelques semaines plus tard. Un enfant. Un changement d'identité officiel. Validé par une signature. La signature d'Antoine Renaud. Ce n'était plus seulement une disparition. C'était une falsification. Et peut-être un échange d'enfants. Mais une question terrifiante demeure. Où est le véritable Mathieu? La découverte dans le registre des naissances bouleverse toute l'enquête. Selon les documents, le 12 mars 1986, 2 garçons sont nés à l'hôpital de Montreval. L'un déclaré comme Mathieu Renaud. L'autre, enregistré sous le nom de Lucas Bernard. Mais 3 semaines plus tard, une modification administrative apparaît. Le nom Lucas Bernard est barré, remplacé par un nouveau nom, avec la signature officielle d'Antoine Renaud comme témoin légal. Pourquoi le père de Mathieu signerait-il un document concernant un autre enfant? En creusant davantage, Morel découvre un détail troublant. Aucune trace actuelle de Lucas Bernard. Pas d'école, pas de dossier médical, pas de carte d'identité. Comme si cet enfant n'avait jamais existé. Pendant ce temps, un ancien employé de l'hôpital, aujourd'hui retraité, accepte de parler. Il se souvient d'une nuit chaotique en mars 1986. Une panne d'électricité. Une confusion en maternité. 2 nouveau-nés placés temporairement dans la même salle. Il y avait eu une erreur, murmure-t-il. Mais on nous a dit de ne rien dire. Une erreur, ou un échange volontaire. Les analyses ADN sont alors ordonnées sur Antoine Renaud. Les résultats tombent comme un coup de tonnerre. Antoine Renaud n'est pas le père biologique de Mathieu. Cela signifie une chose terrifiante. L'enfant disparu en 1987 n'était peut-être pas son fils. Alors pourquoi Antoine aurait-il menti pendant 30 ans? Et surtout, qui était vraiment Mathieu Renaud? Les résultats ADN bouleversent Montreval. Antoine Renaud n'est pas le père biologique de Mathieu. Pourtant, il a élevé l'enfant pendant 1 an avant sa disparition en 1987. Face aux preuves scientifiques, Antoine finit par craquer. Il avoue qu'en mars 1986, à l'hôpital, une erreur a été commise lors de la panne d'électricité. 2 nouveau-nés ont été échangés. Sa femme, fragile psychologiquement, n'aurait jamais supporté d'apprendre que le bébé qu'elle tenait n'était pas le sien. Mais ce n'était pas tout. Quelques mois plus tard, Antoine aurait découvert la vérité grâce à une infirmière. Au lieu de signaler l'erreur, il a pris une décision irréversible. Falsifier les registres pour garder l'enfant. Je ne pouvais pas le perdre, murmure-t-il. C'était mon fils, même s'il ne l'était pas. Mais en 1987, la mère biologique aurait commencé à poser des questions. Elle soupçonnait un échange. Elle voulait un test ADN. C'est à ce moment-là que Mathieu a disparu. Antoine jure qu'il ne l'a pas tué. Il affirme avoir confié l'enfant à quelqu'un pour le protéger du scandale. À qui? Il prononce enfin un nom. Docteur Henri Valette. Le médecin de garde la nuit de la panne. Mais coup de théâtre, le docteur Valette est décédé en 1992. Cependant, en fouillant ses anciennes propriétés, la police découvre qu'il possédait une maison isolée en forêt, jamais vendue. Et selon les registres, les taxes ont continué d'être payées anonymement jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un s'y rend encore. Et peut-être qu'Élise avait trouvé cet endroit avant tout le monde.